Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Le nouveau Front populaire a été proclamé vendredi dernier. Alors, c'est un soupir de soulagement à gauche, inquiétude au centre et forcément critique à droite. Où en est-on dans cette période mouvementée pour la gauche après un débat télévisé mouvementé hier? On en parle avec Yannick Trigans, le secrétaire national du Parti socialiste. Le collectif handicap a d'ailleurs épluché les programmes des partis et appelle à un vote éclairé. On en parle avec l'un de ses représentants en seconde partie d'émission. Enfin, vous retrouverez Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Cette semaine, son invité est le chanteur et compositeur Tips. Mais tout de suite, place à l'actualité du jour avec Guillaume Ouattara. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Ouvrons ce journal avec ce chiffre qui fait beaucoup parler aujourd'hui. 2/3 des personnels de l'éducation nationale déclarent ne pas avoir été formés à la laïcité. Oui, et c'était pourtant une volonté du gouvernement après l'assassinat de Samuel Paty. Il avait annoncé en 2021 une formation obligatoire pour les enseignants, les surveillants, les CPE et les AESH. Pourtant, selon une enquête du syndicat enseignant SE-UNSA publiée mardi, plus de 2/3 des personnels n'a toujours pas suivi cette formation sur la laïcité. Alors les raisons avancées sont des problèmes de calendrier, d'accès à la formation, tout simplement la volonté de certains de ne pas la suivre. Et puis parmi les enseignants qui ont suivi la formation, beaucoup critiquent la nature trop théorique des enseignements reçus. 1/3 des participants déclarent ne pas être en mesure de transmettre ces connaissances aux élèves. Voilà ce que dit Elisabeth Alain Moreno, secrétaire générale du SE-UNSA. On a beaucoup de formations sur la définition du principe, mais sur les besoins du quotidien, comme comment est-ce que je dialogue avec des familles ou comment est-ce que je réagis par rapport à une élève qui ne veut pas venir à la natation, il y a un gros déficit d'accompagnement, donc de la théorie, mais pas assez de pratiques applicables pour les élèves. On poursuit Guillaume avec un collectif d'associations d'enseignants et de l'enseignement secondaire et supérieur en sciences économiques et sciences sociales qui s'oppose dans une tribune au Monde, au journal Le Monde, au projet de réforme des concours et de la formation porté par le gouvernement. Oui, l'objectif du gouvernement qu'il a annoncé il y a quelques semaines, c'est de passer d'un concours de recrutement au niveau Bac+5 au niveau Bac+3. Eh bien, ça ne passe pas pour ce collectif spécialisé dans les sciences sociales. Pourquoi ? D'abord parce qu'ils redoutent l'appauvrissement général des connaissances. Ils expliquent que les disciplines dans lesquelles il faut former ces enseignants sont des disciplines assez précises. Donc, il y a cette peur. Et puis, il y a des problématiques finalement qui sont spécifiques à la discipline. Comment un étudiant en licence d'économie, dit cette tribune, pourra-t-il suffisamment se former en sociologie et en sciences politiques et vice-versa ? Quid des profils d'étudiants plus variés en sciences humaines et sociales qui jusqu'ici pouvaient combler leur retard au cours des 2 années de master et nourrissaient aussi les promotions par la diversité de leur formation et expérience. Cette réforme donc ne passe pas pour les sciences économiques et sociales. Terminons avec cette annonce de Nicole Belloubet. Le nouveau programme d'éducation à la vie affective et au consentement du CP à la terminale sera bientôt dévoilé. Oui, Nicole Belloubet était l'invitée de BFM TV. D'abord, elle a rappelé que l'école est le réceptacle de toutes les violences dans la société et elle en est aussi l'antidote. Et donc, elle va faire paraître dans les prochains jours ce tout nouveau programme qui traite d'éducation à la vie affective et sexuelle. Ces questions de consentement, de violence, de vie affective qui vont être traitées du CP à la terminale avec les enseignants, mais aussi l'appui d'associations. Et puis, par rapport à cette rentrée 2024, elle explique qu'elle se prépare depuis 6 mois, donc qu'elle, à titre personnel, est prête. C'est une rentrée qu'elle a préparée et elle est en train de faire en sorte de recruter non seulement les personnels titulaires, mais également des personnels contractuels, puisque, par exemple, pour le professeur du premier degré, 1500 postes sont restés vacants au concours de recrutement. Elle espère que la réforme de la formation initiale des enseignants dont nous venons de parler va permettre de résoudre un certain nombre de difficultés rencontrées. Merci beaucoup Guillaume. Une union des gauches en seulement 4 jours, un pari réussi dont les fruits se feront attendre évidemment dimanche prochain et lors du second tour du 7 juillet. Mais en attendant, le nouveau Front populaire a sorti un programme. On détaille les mesures concernant l'éducation et on fait un point tout de suite sur la séquence politique du pays avec Yannick Trigans, le secrétaire national du Parti socialiste.
Yannick Trigance, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau du Grand JT. Vous êtes secrétaire national du Parti socialiste et conseiller sur l'école. Pour commencer, j'aimerais prendre un tout petit peu de hauteur par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Quel regard vous portez sur cette séquence politique assez inédite que l'on vit aujourd'hui? Est-ce que, selon vous, Emmanuel Macron espérait refaire comme peut-être De Gaulle ou Mitterrand à l'époque? Ce qui est certain, c'est que le président de la République porte une très très lourde responsabilité sur ce que on peut qualifier de crise de régime. Parce que nous sommes dans une crise de régime avec, depuis 2017, une forme de gouvernance injonctive, descendante, méprisante pour tout le corps social, pour les élus. Rendez-vous compte que le président de la République dissout l'Assemblée nationale au soir d'une cuisante défaite pour les européennes, pendant que les élus et les citoyennes et les citoyens sont en train de dépouiller un scrutin. Ce qui est quand même absolument incroyable. Et donc nous vivons aujourd'hui une véritable crise de régime avec de surcroît, évidemment, un danger terrible, qui est celui d'une possible arrivée de l'extrême droite aux responsabilités, et le président de la République est largement, très largement responsable de cette situation. Pari risqué ou il n'avait pas le choix? Je ne sais pas si c'est un pari, mais il avait un autre choix. C'était de quitter lui-même la présidence de la République. Donc c'est une crise d'ego? Je pense qu'il y a à la fois une crise d'ego, et je pense qu'il y a également de sa part un déni de la réalité, de ce que vivent les Français aujourd'hui, et du rejet dont il fait l'objet aujourd'hui. On le voit d'ailleurs, et les candidats eux-mêmes de sa sensibilité politique, qui sont actuellement en campagne pour les élections législatives, le disent, qu'ils ne veulent plus entendre parler d'Emmanuel Macron, au point qu'ils ont dû effacer toute photo de Macron sur leur matériel de campagne. Le RN a remporté donc une large majorité aux européennes. Les sondages annoncent des résultats similaires pour les législatives. Est-ce que le vote est le même, juste pour resituer le contexte, entre les européennes et les législatives? En temps normal, on pourrait penser que non. Mais là, nous sommes dans une phase particulière, due au président de la République, qui dissout le soir d'une élection européenne. Et que, évidemment, la dynamique européenne du côté de l'extrême droite se prolonge pour les élections législatives, parce que l'extrême droite a mené une campagne évidemment contre le président de la République, et que c'est les élections législatives qui sont dues à une décision de la présidence de la République. Ce rejet va se continuer. Mais après, il y a le vote dimanche, et il y a encore, à mon sens, l'espoir de faire barrage à l'extrême droite d'ici dimanche. On va bien sûr parler du programme de la gauche, du programme du NFP, mais juste un petit mot sur le débat d'hier soir quand même. Un débat sur TF1, chaque candidat devait choisir une image marquante, et Gabriel Attal a choisi celle de l'école, répétant qu'elle est la mère des batailles, face à la facture d'électricité choisie par Jordan Bardella, ou aux seniors obligés de se rendre à France Travail pour Manuel Bompard. Est-ce que, pour vous, ce choix était pertinent? Le choix de Gabriel Attal est tout à fait intéressant, d'avoir mis en avant la question de l'école, parce que le programme qu'il propose, et surtout son bilan, en tant qu'à la fois ministre de l'Éducation, mais également ensuite Premier ministre, bien qu'il ait dit qu'il emmenait l'école avec lui à Matignon, ce bilan est quasiment identique au programme du Rassemblement national pour l'école. C'est la même logique. C'est-à-dire que c'est une logique de sélection, d'exclusion et de répression. Je peux prendre quelques exemples. On ne peut pas parler de bilan réellement pour le Rassemblement national, puisqu'ils ne sont pas encore au pouvoir. Je parlais des propositions, oui, c'est ça, le programme qui sont similaires. De l'extrême droite. Le programme de l'extrême droite similaire au bilan, en fait. Similaire au bilan de Gabriel Attal. Le Rassemblement national propose l'uniforme à l'école. C'est ce qu'a fait Gabriel Attal. Le redoublement, même chose. L'orientation précoce, même chose. Les conseils de discipline dès le premier degré, même chose. La question de l'enseignement professionnel sous l'emprise des entreprises. La question de la labellisation des manuels scolaires,
également, et je pourrais continuer le renforcement de l'évaluation, la rémunération au mérite. En fait, Gabriel Attal, avec sa politique éducative, finalement, c'est un copier-coller de ce que ferait l'extrême droite en pire. Peut-être que c'est le RN qui a copié aussi Gabriel Attal. Écoutez, dire ça ou pas non, je ne pense pas. Pourquoi ? Parce que en décembre 2023, lorsque Gabriel Attal présente la réforme du collège, Roger Chudeau dit, je le cite, « Ces mesures correspondent exactement à celles qui figuraient dans le programme éducatif de Marine Le Pen en 2022. » Il l'a même dit sur ce plateau, effectivement. C'est Roger Chudeau qui le dit. Et le 5 février 2024, Jean-Philippe Tanguy, qui est député de la Somme, dit à Attal « Avec vous à Matignon, nos victoires idéologiques s'accélèrent. Ce ne sont plus seulement nos constats et nos diagnostics qui s'imposent à vous, mais désormais nos valeurs et nos propositions. » Donc on voit bien la convergence de ce que porte à la fois Gabriel Attal et Jordan Bardella en matière d'école. Réduction des classes à 19 élèves, revalorisation des grilles salariales, renforcement des effectifs de vie scolaire, médecine scolaire. Ça, c'est pour le nouveau Front populaire. Est-ce que des mesures qu'il faudra donc forcément financer, on se pose la question de la réalisation de toutes ces mesures. Forcément, c'est chiffré, c'est le problème de l'argent. Les sous, on les trouve où ? Bien sûr, les sous, on les trouve là où ils sont. Il y a eu des propositions de fait, il y a eu la présentation budgétaire de ce programme. Il y a des gisements d'argent qui aujourd'hui traduisent une réalité qui est celle de l'impôt sur la fortune, qui est celle de niches dans lesquelles il y a encore de l'argent. Et donc il faudra effectivement avoir le courage d'aller chercher l'argent là où il est, contrairement à ce qu'a fait Emmanuel Macron depuis 2017, qui lui s'en est pris évidemment aux plus modestes. La gratuité progressive de l'école, vous parlez bien sûr de la cantine, des fournitures scolaires, des activités périscolaires aussi ? Oui, parce qu'il y a de très grandes inégalités aujourd'hui dans un certain nombre d'endroits et de quartiers. Vous avez des enfants qui n'ont accès ni à la musique, ni au sport, ni à d'autres activités culturelles. Et on sait que c'est un très grand facteur d'inégalité entre les élèves, entre les enfants et entre les élèves. Et ça leur permet de surcroît de se construire et d'accéder à des pratiques auxquelles finalement ils ne peuvent accéder du fait du milieu duquel ils viennent et des faibles moyens financiers qu'ont leurs parents. Et donc l'école, oui, l'école de la République doit être gratuite pour tous les enfants. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. On peut d'ailleurs s'inquiéter y compris de ce qui est proposé par d'autres candidats. Moi, Monsieur Ciotti, qui aujourd'hui était au Rassemblement national, proposait il n'y a pas si longtemps de supprimer les bourses et les allocations familiales pour les enfants qui donc seraient absents à l'école. Et donc là, il y a une logique qui est une logique de séparatisme, qui est une logique de tri. Et en face, le nouveau Front populaire propose, lui, une école de la solidarité et de l'émancipation. Solidarité, émancipation sont des mots et des valeurs que prônent la plupart des Français et pour autant, ils n'arrivent pas forcément à l'être. On le voit très souvent dans le quotidien des Français. Quand aujourd'hui vous proposez un SMIC à 1 100 € net, on sort un tout petit peu de l'école pour prendre un plus de hauteur. C'est toujours pareil, cette histoire de financement des projets du NFP. C'est la question que se posent les Français. Certes, on a envie d'avoir effectivement des foyers avec plus de moyens, plus de pouvoir d'achat, une école qui fonctionne, mais toujours ce problème de la faisabilité. Est-ce que vous pouvez me détailler clairement la situation que propose le NFP par rapport ce qui est clair, c'est que quand on regarde par le passé finalement pas si lointain, mais sous le gouvernement de François Hollande entre 2012 et 2017, il y a eu le financement de 60 000 postes dans l'éducation. Donc l'argent a bien été trouvé. Il s'agit simplement de mettre des priorités. Il y a aujourd'hui certainement, d'un point de vue de la fiscalité, notamment de la fiscalité des entreprises, de la fiscalité de celles et ceux qui ont de très très hauts revenus. Je ne parle pas de gens qui ont hérité d'une maison ou qui vivent dans une maison familiale. C'est pas de cela dont il s'agit, mais de gens qui ont énormément de moyens. Et donc il y a là de l'argent à récupérer. Et il faut aller chercher. C'est un choix. Aujourd'hui, nous vivons dans un pays
où la fiscalité est profondément injuste et s'en prend d'abord aux plus petits et aux plus modestes avant d'aller chercher l'argent là où il est. Quand on parle de la mise en place d'un repas à 1 euro dans les restaurants universitaires, on l'a vu, hein, ça a été dramatique, notamment pendant la période de Covid. On en a parlé ensemble ici sur ce plateau tous les deux. On voit malheureusement cette situation qui perdure malgré tout, même avec cette pandémie qui est moins présente qu'il l'est toujours, mais moins présente aujourd'hui, et ces étudiants qui sont toujours dans une galère absolue. Comment sera calculé justement ce système? Est-ce que ce sera fonction des IPS, des familles, de l'indice de position sociale? Ça reste encore à préciser. L'orientation politique, elle est là, et derrière, il y aura effectivement à regarder dans quel cas cela s'applique, mais vous venez de le dire très justement, Virginie. On est dans une situation gravissime aujourd'hui. Nous avons des étudiants qui ne mangent pas. De la même manière, nous avons des étudiants qui ne peuvent pas se soigner non plus. Et vous évoquiez à juste titre le Covid. Depuis le Covid, je discutais l'autre jour avec un certain nombre de collègues psychologues et qui me disent qu'on n'est pas sorti encore de l'impact que ce Covid a pu avoir d'un point de vue psychologique sur un certain nombre de jeunes. Et donc cette question de l'alimentation, de la restauration, elle est absolument fondamentale. Et quand j'ai entendu les arguments de la droite par rapport au refus, puisque c'était une très belle proposition d'ailleurs de Fathia Keloachi, députée socialiste, qui a proposé le repas donc à 1 euro. Enfin quand même, on sait bien que ça n'est pas une mesure pour un certain nombre d'étudiants dont les parents ont largement les moyens. Le sujet, c'est pas celui-là. Le sujet, c'est de voir qu'aujourd'hui, pour pouvoir poursuivre des études supérieures, il faut se loger, ça coûte. Il faut pouvoir se soigner, ça coûte. Et il faut pouvoir se nourrir, ça coûte. Mais ce ne sont plus les classes totalement défavorisées qui sont touchées, malheureusement, ce sont les classes moyennes qui sont... Absolument, mais il y a un vrai sujet sur les classes moyennes. Moi, je ne parlais évidemment pas des classes moyennes, mais je parlais des milieux très aisés où, évidemment, la question se pose moins. Mais vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, les classes moyennes souffrent, y compris de problématiques comme celles qu'on vient d'évoquer. La laïcité, forcément, le sujet qui a été mis sur la table, notamment hier, et bien sûr dans tous les débats depuis cette annonce de dissolution. Sans surprise, la baya, l'uniforme et la crise de l'autorité donc, sont revenus sur le tapis. Jordan Bardella souhaite un Big Bang de l'autorité. Est-ce qu'il est, selon vous, à côté de la préoccupation des Français? Et je parle en particulier à l'école, c'est ce qui nous intéresse aussi ici. Oui, je pense que c'est une fois de plus une manière d'inquiéter les Françaises et les Français. Cette question de la laïcité, d'abord, il y a une loi au sein des établissements scolaires qui s'applique sur le port des signes religieux à l'école. Et donc, en fait, derrière ça, il y a autre chose. Derrière ça, il y a une logique de séparatisme de la part de l'extrême droite. C'est-à-dire que demain, si l'extrême droite arrivait aux responsabilités, eh bien, toutes celles et ceux qui n'ont pas la bonne origine sociale, toutes celles et ceux qui n'ont pas la bonne religion, toutes celles et ceux qui n'ont pas la bonne couleur, toutes celles et ceux qui n'ont pas la bonne nationalité, seraient de fait exclus de l'école. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que finalement, ça renvoie à une certaine conception. Il y a une autre proposition dans le programme de l'extrême droite qui est la suppression des réseaux d'éducation prioritaire, oui. La suppression des REP. Il faut savoir quand même que dans les réseaux d'éducation prioritaire, 34% des collèges en réseau d'éducation prioritaire ont au moins 60% d'élèves de milieux défavorisés. La réalité, c'est celle-là. Et 32% des collégiens qui sont en réseau d'éducation prioritaire ont des notes au brevet des collèges supérieures à 10 sur 20, seulement 32%. Et donc on voit bien qu'en s'attaquant au réseau d'éducation prioritaire, l'extrême droite s'attaque à une partie de la population, notamment aux plus modestes, aux plus défavorisés et à ceux qui sont le plus en difficulté. Il s'attaque d'ailleurs à la question de l'orientation, dès la classe de 4e ou 3e. Quel sera votre projet, vous, pour l'école et l'orientation ? Nous sommes déjà, contrairement au gouvernement sortant, qui, avec le choc des savoirs, met fin finalement au collège unique d'un point de vue pédagogique, puisque en mettant ensemble les groupes de niveau, ce sont bien des groupes de niveau, et Madame Belloubet a essayé d'enrober tout cela, la pauvre. Mais bon, la réalité, c'est que il y a des groupes de niveau avec, voilà, d'un côté il y aura les bons, de l'autre côté il y aura les élèves en difficulté, et donc
gérer finalement la différenciation pédagogique en mettant en place une homogénéité au lieu d'une hétérogénéité, c'est le contraire de tout ce qui peut fonctionner. Parce qu'en plus, on le sait, ça ne fonctionne pas. Séparer les élèves, faire des groupes de niveau, on sait, ça ne marche pas. Non seulement ça n'aide pas les élèves qui sont le plus en difficulté, mais de surcroît, ça n'aide pas non plus les élèves qui vont bien. Pourquoi ? Parce que l'hétérogénéité permet aux bons élèves de développer d'autres compétences, comme la question de la solidarité, de la coopération, de travailler, le mentorat, de travailler avec d'autres élèves. Or là, ce qui se met en place, c'est un collège du séparatisme. Et donc, pour répondre à votre question très directement, le nouveau Front populaire maintiendra le collège unique et donnera les moyens aux enseignants de traiter la question de la différenciation pédagogique et de la difficulté scolaire. Parce qu'on sait que les élèves aujourd'hui ont besoin d'un accompagnement pédagogique pour traiter de manière différenciée la difficulté scolaire qui démarre souvent d'ailleurs dans le premier degré. Cultiver la différence, je l'entends, et tant mieux d'ailleurs, mais de quelle manière ? On sait combien c'est compliqué, notamment en termes d'inclusion de tous les élèves, qu'ils soient dans une situation de handicap, qu'ils soient 10, il y a multiples 10, des enfants qui n'ont effectivement des vies pas simples, des enfants qui viennent pas des mêmes milieux sociaux. Comment vous allez faire pour pouvoir intégrer justement et cultiver cette différence au profit d'un enseignement de qualité ? Mais je crois que ça renvoie quelque part au type de société que l'on veut pour aujourd'hui et pour demain. Est-ce que l'on veut une société dans laquelle des enfants vont grandir les uns à côté des autres, sans jamais se rencontrer et être plus tard des adultes qui ne se connaissent pas ? Ou alors, est-ce qu'on veut une société dans laquelle, au moins le temps de la scolarité obligatoire, on permet à ces enfants d'être sur les mêmes bancs d'une même école. Je pense que c'est ça l'enjeu, qui est un enjeu non seulement pour l'école, mais qui est un enjeu sociétal. Et donc, il faut effectivement, vous évoquiez la question de l'inclusion scolaire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un terme qui est difficile à être utilisé dans certaines écoles. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai enseigné pendant 26 ans une inclusion sur la question, par exemple, des enfants porteurs de handicap. Quand elle est réussie pour tout le monde. Elle est réussie pour l'enfant, pour ses parents, pour les autres enfants, pour les familles et pour l'ensemble de la communauté éducative. Mais lorsqu'elle n'est pas réussie, elle n'est réussie pour personne. Or, aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on manque de personnel à la fois formé, réellement, parce qu'on n'accompagne pas un enfant autiste comme ça du jour au lendemain. Il faut que ces personnels soient rémunérés entre 600 et 800 euros, franchement, aujourd'hui, qui veut faire cela, et il faut aussi former les enseignants à l'accueil. Et donc, il faut mettre en place, il faut professionnaliser cette fonction, entre guillemets, d'AESH, d'accompagnant. Il faut absolument la professionnaliser et la reconnaître, c'est-à-dire la former et faire qu'elle soit rémunérée à la hauteur de cet enjeu. C'est un enjeu de société absolument fondamental. Et vous vous y engagez ? Absolument. Par rapport effectivement à la revalorisation de manière générale des enseignants et de tout le personnel enseignant, personnel d'éducation à l'école aujourd'hui, j'entends école évidemment, je parle primaire et secondaire, quelle va être votre position sur cette revalorisation qui a déjà été faite avec Emmanuel Macron, mais qui doit se poursuivre ou non ? Quelle est votre position ? Alors, revalorisation de la part d'Emmanuel Macron, oui et non. D'abord, il y avait une promesse présidentielle qu'il n'a pas tenu. Il avait promis pour tous les enseignants et tout de suite 10% d'augmentation salariale pour tout le monde. Ça n'a pas été fait. Deuxièmement, il y a eu l'inflation, l'indexation, il y a eu beaucoup de points. Oui, il y a eu une augmentation pour les débuts de carrière, mais pas pour les autres. Et donc la réalité est que le pacte qui a été mis en place avec donc un certain nombre de missions supplémentaires, c'est-à-dire que en fait, ça a été un peu la méthode sarkozyste, pardonnez-moi l'expression, mais ça a été travailler plus pour gagner plus. Ça n'a pas tant marché que cela. D'ailleurs, on essaie d'avoir les chiffres dans leur réalité. On a beaucoup de mal. Et en tout cas, demander aux enseignants, par exemple, du premier degré d'aller enseigner en plus en collège, c'est d'abord laisser penser que les enseignants du premier degré, ils ont beaucoup de temps pour faire autre chose, ce qui est quand même pas très sympa pour eux. Et qui n'est pas réel. Et qui n'est pas réel. Et donc, ce qu'il faut, c'est bien évidemment, avec des enseignants français qui, rappelons-le, sont ceux qui ont les classes les plus chargées d'Europe, sont ceux qui sont les moins formés d'Europe et sont ceux qui sont les moins bien rémunérés d'Europe. Et donc, il faudra engager une revalorisation salariale qui sera à discuter, encore une fois, avec les représentants
des personnels, parce que ça doit se faire dans le dialogue social, mais il faudra revaloriser les enseignants. Pourquoi ? Parce que regardons les chiffres des concours de cette année. Ça n'intéresse quasiment plus personne. Et donc, il faut rendre la fonction attractive et surtout, il faut respecter les enseignants dans leur dignité, dans leur professionnalisme et donc cesser également des méthodes pédagogiques injonctives comme le petit livre orange de Jean-Michel Blanquer où on donne aux enseignants un manuel en leur disant voilà exactement comment vous devez faire. Il faut faire confiance aux enseignants et donc la question de l'autonomie pédagogique qui d'ailleurs est remise en cause profondément par le Rassemblement national. On est en plein sujet puisque le Rassemblement national fait des enseignants des exécutants de programmes définis par le Parlement. Mais comment vous expliquez alors que les enseignants se tournent davantage vers le RN qu'avant ? Avant, c'était un électorat qui était plus porté sur la gauche. Comment vous l'expliquez ? Je pense... Alors, davantage vers le RN. Oui, aujourd'hui, il y a un vote. Après, il faut ramener les choses à leur juste proportion. Mais les sondages disent. Voilà. Vous avez raison. Non, mais vous avez raison, Virginie. Prenons une précaution. Vous avez raison. Mais je pense que d'abord, le profil sociologique des enseignants a considérablement changé. Je pense qu'aujourd'hui, les enseignants vivent un mal-être profond dans leur profession, dans des conditions de travail de plus en plus difficiles. Je pense également que la question de la formation, elle est absolument indispensable et nécessaire sur les valeurs de la République. Quand on est enseignant dans l'école de la République, ça signifie quelque chose. On porte un certain nombre de valeurs, liberté, égalité, fraternité, laïcité, et que cela, ça ne vient pas automatiquement. Ça doit également faire partie d'une formation. Formation des valeurs de la République, mais pourtant vous êtes contre le SNU. Pourquoi ? Parce que le SNU n'est pas, à mon sens, un lieu d'émancipation et de construction de la citoyenneté comme le mettent en avant les valeurs de la République. Le SNU, c'est l'embrigadement, c'est une militarisation de notre jeunesse et c'est une réduction de la liberté de penser et de l'émancipation. C'est à l'envers des valeurs de la République. Autre proposition forte que vous faites, et vous en avez parlé tout à l'heure, mais je ne voulais pas vous interrompre dans votre question. Réduire les effectifs des classes à 19 élèves. Ça veut dire donc stopper, j'imagine, les fermetures de classes prévues par Gabriel Attal en raison de la baisse démographique ? Absolument. Vous voyez, dans mon département de Seine-Saint-Denis, nous avons encore des fermetures de classes. Et donc, ça signifie qu'il faut mettre un terme. Ce gouvernement porte une très lourde responsabilité. Il avait une chance unique. C'était d'améliorer le taux d'encadrement et donc de diminuer les effectifs. Pourquoi ? Parce que d'ici à 2027, il y a une baisse démographique. Ce que n'avaient pas eu, par exemple, les gouvernements précédents. Là, il y a une baisse démographique. Et donc, ce gouvernement, plutôt que de supprimer des postes, avait toute la possibilité de conserver les postes budgétaires qui existaient pour permettre de diminuer les effectifs et d'améliorer le taux d'encadrement et donc les conditions de travail des élèves et des enseignants. Il ne l'a pas fait. Il a décidé de continuer à supprimer des postes dans une logique, M. Attal a travaillé à Bercy, dans une logique financière et comptable, mais qui impacte aujourd'hui le droit à la réussite de tous les élèves. Qui dit davantage de classes dit davantage de profs. Comment on fait dans une situation où on a une absence de profs qui est criante, où les professeurs, les enseignants disent clairement, et vous l'avez dit vous-même, qu'ils ont vivent un manque de reconnaissance, un manque de légitimité, un manque de respect, très clairement, n'ont plus forcément envie de faire ce métier aujourd'hui. Comment vous allez faire pour, entre guillemets, recruter double ? Alors, il s'agira de recruter, mais il s'agira aussi déjà de garder ceux qui sont en poste. Parce qu'on observe aujourd'hui qu'un certain nombre d'enseignants démissionnent pour les raisons qu'on évoque depuis le début de notre entretien, à savoir les conditions de travail, la rémunération, les questions de formation. Et donc, il y a là, moi par exemple, je suis très inquiet de ce qui se passe sur la formation, puisqu'aujourd'hui tout est bloqué. Il y a un nouveau schéma de formation qui doit se mettre en place à la rentrée et nous n'avons aucune information. Donc aujourd'hui, pouvoir recruter, c'est réhabiliter, revaloriser, relégitimer la fonction enseignante. Ça passe par évidemment la question de la revalorisation, on l'a évoqué, par la question de la formation, par la question des conditions de travail et peut-être, dernière chose, le temps de l'école n'est pas le temps du politique. Et donc la question des réformes qui tombent
toutes les semaines sur les écoles et on dit aux enseignants maintenant on fait plus comme ça, on fait plus comme ça. Il faut laisser le temps aux enseignants de s'approprier les réformes, de pouvoir les mettre en place pour qu'on puisse les évaluer et voir ensuite comment on les modifie ou pas. Là, avec un nouveau gouvernement, ça risque d'être compliqué quand même. Enfin, nouveau gouvernement ou pas, on ne sait pas, mais enfin bon, ça risque d'être quand même compliqué. Je voudrais juste revenir pour une dernière question, mais sur l'Union des gauches. Forcément, il a failli créer l'Union des gauches en un temps record. Déjà, j'aimerais savoir, et vraiment en très peu de temps, si vous étiez dès le départ, pour cette union de toutes les gauches. Oui, le madame. rassemblement de la gauche est quelque chose d'absolument indispensable, non pas pour nous, non pas pour les élus, mais pour les Françaises et les Français. On a besoin de remettre de la justice sociale, on a besoin de remettre l'égalité, on a besoin de remettre aussi de la fraternité. On parle d'union et pourtant dans certaines circonscriptions comme Saint-Nazaire, eh bien, on voit des candidats de gauche, la gauche large, au sens large, s'affronter. En cas de triangulaire, ce qui arrive quand même souvent pour les législatives, quelle sera votre consigne de vote ? Déjà, on va attendre dimanche soir de voir quel est le résultat des votes de dimanche soir. Et moi, je n'ai pas la prétention aujourd'hui de pouvoir dire dans quelles conditions se fait le rassemblement. Ce que je sais, en ce qui concerne notre famille politique, et notamment le Parti socialiste et son premier secrétaire Olivier Faure, nous, on est très clairs. Le barrage à l'extrême droite, c'est la priorité. Priorité, et pourtant c'est Emmanuel Bompard qui hier était sur le débat et qui était entouré de LFI derrière lui. Pas une personne du Parti socialiste, pas une personne du Parti communiste, pas d'écolo, voilà, que des LFI. Ça vous choque ? Non, ça ne me choque pas. Je crois savoir que tout ça s'est fait un petit peu dans la précipitation et que on a quand même beaucoup de candidats en campagne. Et donc, c'était sur le terrain et jusqu'à dimanche, c'est sur le terrain. Jeudi soir avec Olivier Faure, que des PS derrière ? Non, je ne pense pas. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y aura dans le public, s'il y aura un public sur le plateau de France 2 jeudi soir. Merci beaucoup. Merci Yannick Trigan d'être venu sur le plateau du Grand JT. Vous êtes secrétaire national du Parti socialiste et conseiller sur l'école. Merci beaucoup. Merci à vous Virginie. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Emmanuel Guichardas. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Emmanuel Guichardas. Vous êtes responsable scolarisation de Trisomie 21 France et membre du comité exécutif du collectif Handicap. Alors, beaucoup de points sont évoqués en ce moment, bien sûr, à cause de cette dissolution et surtout des 2 tours des législatives qui arrivent. Quels sont les principaux points de divergence, Emmanuel Guichardas, entre les programmes des partis politiques en ce qui concerne les droits et les libertés des personnes en situation de handicap ? Alors, d'une manière générale, il y a assez peu de propositions concrètes dans les différents programmes des partis politiques. Au niveau du collectif handicap, nous avons publié un document qui permet de les comparer et de voir ce qui se dit ici ou là, et c'est plutôt pauvre, il faut le dire. C'est peut-être le sentiment déjà général, c'est que le handicap n'est pas véritablement au cœur de cette campagne des législatives. C'est d'autres sujets qui viennent évidemment autour de la question de l'immigration, autour de la question de l'écologie peut-être et des impôts, mais très très peu du handicap. Donc de fait, il est assez difficile de repérer des différences. Alors on en a quand même quelques-unes dans certains domaines. Il y a des formations peut-être un peu plus engagées que d'autres, en tout cas qui signalent leur volonté de faire quelque chose du côté du handicap, mais globalement c'est plutôt le calme plat et le vide un peu intersidéral. Un vide intersidéral, vous dites, et selon vous, pourquoi ? Ça veut dire que c'est totalement invisibilisé, la cause des personnes en situation de handicap, ou parce que, tout simplement, ils ne savent absolument pas quoi faire ni comment agir ? Je crois qu'il y a un petit peu des deux. Alors évidemment, il y a eu des prises de position par des formations politiques qui par le passé, donc à voir si elles seront reprises ou pas. Pour certaines, j'avoue que je ne voudrais pas forcément les voir reprendre. On a aussi des fois des mesures qui englobent peut-être la question du handicap, mais qui la dépassent. Je pense par exemple à la mesure de la préférence nationale, qui mériterait d'être un petit peu discutée, parce que en matière de handicap, on ne fait pas de distinction
selon la couleur de peau ou selon l'origine des personnes qui sont en situation de handicap. Tout le monde a droit à la solidarité nationale. J'aimerais qu'on puisse, pardon, parce que cela paraît assez évident, évidemment, pour vous et pour d'autres, mais quand même qu'on rappelle la situation concrète du quotidien des personnes en situation de handicap en France, pour qu'on comprenne effectivement la portée et l'importance de ce sujet. Mais il y a quelques chiffres qui permettent de le montrer. Le handicap, ça touche pas loin de 20 millions de personnes, c'est-à-dire un tiers de la population. Que ce soit directement des personnes, 12 millions de personnes qui sont d'une manière ou d'une autre, reconnaissance administrative ou pas, mais limitations fonctionnelles dans leur activité, qui sont empêchées d'agir et d'exercer leurs droits de citoyens. Donc 8 millions de personnes qui sont donc dites en situation de handicap, et 12 millions, pardon, et 8 millions d'aidants, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas directement, évidemment, impactées par le handicap, mais doivent assurer parfois les manques des services publics. On parle, par exemple, du droit au répit, par exemple, pour des personnes qui sont lourdement handicapées. Quelle place, quel répit on peut donner à ceux et celles qui les aident au quotidien? Voici, par exemple, un sujet qui est absolument crucial pour les personnes en situation de handicap. Alors après, c'est très variable. Les situations ne sont pas comparables les unes aux autres. Il y a des personnes qui ont des besoins, des forts besoins en termes de compensation. D'autres, c'est peut-être beaucoup plus la question de la société. Est-ce que notre société s'ouvre enfin? Est-ce que l'école s'ouvre? Est-ce que le travail s'ouvre? Est-ce que les loisirs s'ouvrent et deviennent accessibles aux personnes en situation de handicap? C'est l'un des grands sujets que nous mettons en avant, avec par exemple aussi les ressources des personnes en situation de handicap, qui a été un sujet qui lui avait été un petit peu abordé lors des dernières présidentielles, avec notamment l'allocation d'adultes handicapés et sa déconjugalisation. Guillaume Attara, journaliste sur l'émission. Oui, bonjour. Dans les annonces du Rassemblement national, il y a la suppression de l'aide médicale d'État pour les personnes qui n'ont pas la nationalité française, à l'exception d'un pronostic vital engagé, en clair, même si on est en voie de naturalisation, même si on fait toutes les démarches pour. Si on n'a pas encore la nationalité française, on ne pourra pas bénéficier de cette couverture et de l'accès aux soins. Est-ce que ça représente un risque de voir arriver des personnes qui ne pourront pas faire traiter des pathologies et donc qui risquent de tomber dans des situations de handicap à cause de ces pathologies non soignées car non couvertes par l'État? Je crois que ce sont les professionnels de santé, les médecins qui le disent fort justement. Oui, bien sûr, cette mesure-là est une mesure tout à fait contre-productive qui va mettre en difficulté les personnes et donc peut-être effectivement créer du handicap ou en tout cas des maladies invalidantes faute de soins. Je crois qu'il faut vraiment revenir à la raison sur ce type de mesures. De toute façon, sur tout type de mesures discriminatoires, je le disais un petit peu en préambule, mais on ne fait pas de différence. On ne fait pas de différence entre un enfant qui est scolarisé, savoir si ses parents ont des papiers ou pas. S'il est en situation de handicap, ou même s'il n'est pas en situation de handicap, il a droit à la scolarisation. Et s'il est en situation de handicap, il a droit aux aides adaptées pour poursuivre sa scolarité dans le meilleur des cas possibles. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va fabriquer de l'exclusion. Et c'est l'exclusion qui provoque la violence. C'est pas l'inverse. L'inclusion, effectivement, les différents gouvernements, les différents ministres, il y en a eu de nombreux cette dernière décennie, ont tenté effectivement de la favoriser à l'école. Pour vous, quel est le constat, à la fois pour le primaire et le secondaire ? Alors, le constat que nous faisons, en tout cas que les différentes associations font, qui composent le collectif handicap, font de la situation scolaire, c'est que nous sommes peut-être encore et peut-être depuis trop longtemps encore au milieu du gué. C'est-à-dire qu'il y a eu des mesures qui favorisent la scolarisation des élèves en situation de handicap, c'est indéniable. Elles ont d'ailleurs plutôt traversé les différentes formations politiques et les différents gouvernements qui se sont succédés. Il y a une certaine continuité, on va dire, de la politique qui est menée, mais le constat que nous faisons, c'est qu'on n'est pas encore allé jusqu'au bout. La totalité des enfants en situation de handicap ne sont pas scolarisés, peu s'en faut. Il y en a environ 400 000 qui sont scolarisés, il y en a 100 000 qui sont plutôt dans des établissements spécialisés. Et parmi ceux-ci, un certain nombre pourraient être dans les écoles ordinaires, à condition évidemment de donner à l'école
et à ses personnels, et notamment aux enseignants, les moyens et les outils pour pouvoir scolariser. Et ça, c'est encore quelque chose qui reste à construire. Alors, il y a des mesures qui ont été discutées sous la précédente mandature, on va dire, qui vont peut-être paraître à la rentrée prochaine, puis d'autres qui nécessiteront certainement encore un peu plus de travail. Et on verra si le gouvernement qui sera issu de ces élections, de cette période électorale, sera en capacité de mener à bien ces chantiers. Alors évidemment, vous l'avez dit, les différents outils et moyens, ça veut dire aussi le personnel, bien sûr, donc la formation de ce personnel. Parlons déjà de ce personnel existant. On le sait, pour les enseignants, en l'occurrence, il y a une véritable absence de profs aujourd'hui. On tente de pallier cette absence, mais manifestement, l'Éducation nationale n'y arrive pas. Est-ce que aussi, dans les équipes pédagogiques, dans tous ceux qu'on peut appeler aidants dans le cadre scolaire, on a un manque cruel de recrutement? Oui, on a ce manque cruel à tous les niveaux, on va dire, aussi bien du côté donc des professionnels de l'éducation nationale, mais aussi par exemple les aidants, ce qu'on appelle les AESH, les aidants aux élèves en situation de handicap, mais on a aussi ce même problème du côté des services médico-sociaux qui pourraient accompagner la scolarité de ces élèves, notamment en assurant la partie soins, comme on dit, ou en tout cas la partie éducative et soins, les actions éducatives et paramédicales. Eh bien, on manque cruellement, effectivement, de praticiens dans ces domaines-là. Donc, il y a une question de revalorisation de ces métiers, certainement, de stabilisation, on pense notamment aux AESH qui sont toujours sur un statut précaire, mais peut-être aussi une volonté politique de faire en sorte que toutes ces personnes-là puissent véritablement travailler en commun. On a un système scolaire qui s'est encore bâti trop sur des filières un peu séparées, des professions un petit peu séparées qui ne se parlent pas forcément, en tout cas pas suffisamment. Et une des mesures que l'on prône, c'est qu'il y ait une meilleure coopération entre ce secteur médico-social qui s'est construit historiquement, qui a porté, on va dire, l'accompagnement des personnes en situation de handicap et notamment des enfants, et puis l'éducation nationale qui représente évidemment une obligation nationale pour tout le monde, et on doit la transformer en profondeur pour qu'elle soit de plus en plus inclusive. Davantage de dialogue interministériel peut-être entre l'éducation et la santé ? Certainement, bien sûr, c'est toujours délicat ce dialogue interministériel. Nous l'appelons évidemment de nos voeux et nous verrons si il pourra effectivement se poursuivre. Il y a eu quelques tentatives quand même, un petit peu difficiles, c'est long, c'est pas facile. Il faut dépasser un certain nombre d'habitudes, comme je vous ai dit, un peu acquises de l'histoire, mais c'est certainement un travail qui doit être poursuivi. On a parlé des AESH avec Yannick Trigans, le secrétaire national du PS, qui était sur ce plateau il y a quelques minutes. Il disait combien il était important, selon lui, effectivement, de favoriser l'inclusion à l'école et notamment l'augmentation, effectivement, revaloriser le salaire des AESH. Comment est-ce possible? Car la question se pose, et on en a parlé ici avec aussi un autre député qui était Cédric Vial, la question se pose du salaire et du nombre d'heures affectées et passées des AESH. Quelle est votre position? Il faut effectivement sortir ces professionnels, ces personnes de la précarité dans laquelle ils se trouvent. On ne pourra pas faire du bon travail s'ils sont eux-mêmes dans une situation précaire. Donc toutes les mesures qui peuvent faire sortir ces personnels de la précarité, la mesure par exemple de Cédric Vial qui fait qu'on étend la possibilité d'accompagnement sur le temps périscolaire entre midi et 2, eh bien c'est plutôt une bonne mesure que nous avons saluée. Il faut certainement réfléchir aussi à une meilleure intégration de ces personnels au sein même de l'équipe éducative, que leur temps de réunion, de concertation, de préparation soit mieux comptabilisé. Donc il y a tout un travail à faire effectivement pour étendre à la fois le temps de travail, revaloriser à leur juste niveau, former aussi ces personnes, et puis aussi peut-être clarifier les rôles de chacun. Les AESH, il y en a maintenant quand même un nombre assez important. En personnes physiques, c'est presque 130 000 personnes. 130 000 sur 400 000 enfants en situation de handicap. C'est pas énorme, il en manque beaucoup. Mais tous les enfants en situation de handicap, heureusement, n'ont pas forcément besoin d'un AESH à leur côté. D'ailleurs, le premier travail de l'AESH, c'est petit à petit de pouvoir s'effacer parce qu'on ne bénéficie pas d'un AESH dans la vie active. On en bénéficie plutôt à la scolarisation. Donc, il y a un apprentissage de l'autonomie. Et il faut peut-être certainement voir si, parfois, faute d'autres
accompagnants, on parlait tout à l'heure par exemple des professions paramédicales, eh bien on n'a pas mis un AESH à la place dont c'est pas forcément le rôle, il se trouve peut-être du coup en difficulté alors qu'il faudrait peut-être développer d'autres corps de métier pour pouvoir accompagner plus et mieux un certain nombre d'élèves. Merci. La question des AESH, elle doit être posée aussi bien sur le plan de leur nombre, de leur qualification, mais leur mission aussi. Merci beaucoup Emmanuel Guichardaz d'être intervenu dans le Grand JT de l'éducation pour parler effectivement de handicap, de scolarisation. Vous êtes responsable scolarisation de Trisomie 21 France et également membre du comité exécutif du collectif Handicap. Merci à vous. Allez, tout de suite, on retrouve Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier et cette semaine, son invité est le chanteur et compositeur Tibbs. Alors aujourd'hui, tu es chanteur, mais est-ce que plus petit, il y avait un métier qui te faisait rêver autre? Ouais, carrément. Moi, je l'ai toujours d'ailleurs, j'ai une passion pour la cuisine. Tu voulais être cuisinier? Ouais, être chef. Ouais. Je pense que j'aurais été un super chef. Mais un chef, tu vois, cool, pas à la Thierry Marx, pas vraiment l'excellence, mais juste en dessous. Vraiment chef dans une auberge, un truc, des plats familiaux et un truc assez cool, bon vivant, quoi. Tu peux encore garder cette idée en tête d'ouvrir un restaurant? Je l'ai toujours. T'inquiète pas, je l'ai toujours. Elle est dans un coin de ma tête, c'est sûr. Moi, mon rêve, c'est de faire une guinguette ambulante. J'aimerais bien. Et puis me balader, et puis aller dans les villages un petit peu où il se passe pas grand-chose, et puis faire des petits événements comme ça. Et ça, c'est un projet que tu étudies réellement? Ouais, réellement, ouais. Parce que si tu... Et puis faire un financement participatif, pareil. Ouais. La musique, tu commences à quel âge? La musique, je commence à l'âge de, je pense, de 10 ans. Je commence à tâter un peu la guitare, quoi. Vers 9 ans, à mes 9-10 ans, mes parents se séparent et mon père me donne une guitare. Et en fait, le lien avec mon père, c'est cette guitare. Il jouait? Il était musicien? Ouais, il gratouillait un petit peu, tu vois. Il faisait des chansons le soir pour m'endormir. Et même, mon père a fait beaucoup de rugby et c'était celui qui chantait à la fin des matchs, tu vois, qui prenait la guitare, qui faisait rigoler ses potes. Et voilà, et j'avais ce lien avec mon père, j'avais ce lien musical. Et ensuite, ma mère se met avec quelqu'un qui faisait de la batterie, qui est encore aujourd'hui mon beau-père. Et lui m'a mis dans la musique aussi, ouais, fort. Et il y avait d'autres musiciens dans la famille ou finalement il n'y avait que toi? Non, il n'y avait que moi. Mes parents ne sont pas forcément musiciens. Je sais pas pourquoi, ça m'est tombé comme ça sur le coin du museau. Et justement, à quel moment tu te dis je vais en faire mon métier? Ça, je pense que c'est au moment où en fait je décide de mettre des vidéos sur Internet, tu vois. En terminale alors? Ouais, même un petit peu avant. Seconde, première, j'ai travaillé l'été pour m'offrir un home studio. Et à ce moment-là, je commence un petit peu à découvrir les vidéos sur Internet, donc sur Dailymotion. Et je m'inscris sur Dailymotion et je mets mes premières vidéos sur Internet. Et je vois que ça prend un peu. Et puis, ça veut dire quoi, prend un peu? Ça correspond à quoi? Tu commences à mettre une vidéo sur Internet, tu as quelques milliers de vues d'un coup sur une vidéo, et puis d'un coup, t'as 100 000 vues sur une vidéo, déjà c'était énorme. Et tu deviens parrainé par Dailymotion, et puis tu continues à faire des vidéos, et puis voilà, après c'est comme j'allais dire c'est comme une drogue, mais pas du tout, c'est une habitude, et c'est un plaisir à faire. Après tu mets des vidéos tout le temps, quoi. C'est déjà la fin de ce numéro, on se retrouve demain, toujours en compagnie de Tibbs pour la suite de Souvenirs d'écolier. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Pour celles qui souhaitent résister, elles sont nombreuses en Afghanistan, celles qui souhaitent s'éduquer, il y a ces écoles dites secrètes. Est-ce qu'elles sont au quotidien menacées au final? Ces écoles secrètes, bien sûr, elles sont en permanence un peu sur le fil du rasoir. Elles ne sont pas si secrètes que ça parce que la communauté aux alentours sont au courant. Parfois, souvent, les autorités directes ferment les yeux, mais parfois, il y a des coups de pression et on referme. Il faut savoir que ces écoles secrètes ne vont pas remplacer l'école parce que
les profs qui les animent sont souvent des jeunes filles elles-mêmes qui prennent le relais et qui apprennent aux plus jeunes. Et elles ne peuvent pas enseigner toutes les branches parce qu'elles n'ont pas non plus elles-mêmes la formation pour ça, les capacités. Donc, c'est vraiment un palliatif. C'est vraiment un pis-aller pour pouvoir, en attendant que les écoles réouvrent et pour continuer à, au moins, qu'elles aient les bases de la formation secondaire. Et puis à côté de cela, il y a des petites formations professionnelles, des cours de couture et autres qu'on leur inculque pour essayer vraiment de leur ouvrir des perspectives en plus de l'alphabétisation et de savoir compter, lire et écrire. J'en parlais en introduction, cette opération Cactus, après toute cette vague d'actions malveillantes qui ont touché notamment les ENT, est-ce que vous voulez bien nous présenter rapidement, peut-être Jérôme, cette opération ? L'opération Cactus, mais je laisserai plutôt Johanna parler de la genèse, puisque c'est elle qui a eu l'idée. L'idée générale était de sensibiliser par rapport à tous les faits que vous avez évoqués, qui ont eu lieu il y a quelques mois, sensibiliser les collégiens et les lycéens à un phénomène qui est l'hameçonnage. L'hameçonnage, c'est la première des menaces pour laquelle les victimes viennent sur notre dispositif, qui est le dispositif national d'assistance aux victimes. Et l'hameçonnage a pour vocation de pouvoir récupérer de la donnée que l'utilisateur, la victime, en fait, volontairement, puisqu'elle a fait un acte de se connecter ou de cliquer sur un lien, va donner à des cybercriminels. Et cette donnée, elle va être exploitée contre la victime. Ça va être de la donnée personnelle, ça va être de la donnée bancaire, par exemple. Si vous communiquez votre numéro de banque, si vous avez cliqué sur un lien qui vous dit « je suis l'entaille et vous devez 35 €, eh bien là, dites-vous bien que vous allez être rappelé par un faux conseiller bancaire. Donc voilà, il y a une multitude de menaces. Là, sur l'action qui a été initiée par le parquet, dont je laisserai Johanna parler de la genèse, mais l'objectif était d'expliquer qu'on ne clique pas à donc, nos collégiens et nos lycéens sur tous les liens que l'on nous envoie, et puis un petit message également complémentaire concernant le fait de basculer ou pas du mauvais côté, du mauvais des pirates. L'éducation par la recherche, ce n'est pas uniquement des principes, c'est une méthodologie de la classe. Donc nous avons pris la vie de laboratoire, et on l'a transformé à hauteur d'élèves. Et là, il y a 5 étapes. Donc la première, vous venez de la dire, c'est la problématique. On découvre le défi qui est proposé par un chercheur, une chercheuse. Ensuite, on va commencer par se renseigner, par se documenter. L'état de l'art. Un mot savant pour dire qu'on se documente sur les connaissances les plus récentes dans un domaine. Donc on a créé des vrais articles scientifiques avec les chercheurs qu'ils ont rédigés. On a des graphes, des données. Donc les élèves rencontrent les sciences par les savoirs déjà établis. Ils apprennent des mots, des méthodes, et ce qui leur permet d'entrer efficacement dans la 3e étape, qui est celle du protocole de recherche. Le protocole. Là, on va manipuler, on va extraire des données, on va calculer. Là, on rentre vraiment dans le labo. Et alors, il faut formuler des hypothèses. Exactement. C'est vraiment le boulot des chercheurs. Formuler des hypothèses. Mais ce n'est pas des hypothèses qui sont nées n'importe comment, parce qu'ils ont eu la vidéo du chercheur, ils ont eu l'état de l'art. Donc, leur travail est étayé. Et après, on fait les expériences. On a les résultats. Faut-il les interpréter ? Et il faut extraire les données et ensuite les interpréter avec une méthodologie. Donc, on a donné des outils mathématiques, parce que les sciences, ça se traduit à un moment ou à un autre par des représentations, par des équations, des représentations graphiques, des données à traiter, à donner sens. Et à la fin, 5e et dernière étape, on restitue, on publie. Et donc, on a donné... Et là encore, comme les vrais chercheurs. Sauf que vous donnez la liberté de la forme, de restitution. Ça peut être un poster, ça peut être... Mais c'est comme les chercheurs. Ils font un article scientifique, un poster scientifique, une présentation scientifique ou une maquette. Et c'est là, les maquettes, c'est important. C'est une entrée dans la modélisation. Quelles sont les conséquences concrètes, justement, pour les filles, les femmes afghanes et plus généralement pour les conséquences sur le pays de ces 1000 jours de déscolarisation? On voit les conséquences très directes et indirectes qu'une simple décision politique a pu avoir. Déjà, directement, les femmes en payent le prix sur leur santé mentale. On parle de 1000 jours, mais cela fait plus de 4 ans. Si on retrace déjà le début à la période Covid, que les femmes, en particulier dans le secondaire, ont été... Il y avait déjà eu le confinement, en plus, ont été déscolarisées. Et donc, du coup, nos données et les témoignages que nous recueillons montrent très clairement que l'enjeu de la santé mentale devient aujourd'hui une priorité pour ces femmes, avec une hausse des taux de suicide, des dépressions,
On observe aussi, et cela se montre dans nos chiffres de façon dramatique, une hausse des mariages forcés, un risque accru de l'exploitation forcée également. Mais de façon générale, comme je le rappelais, cette crise est une crise dans la crise. C'est-à-dire que les filles afghanes qui ne peuvent pas travailler aujourd'hui, dont les rêves sont brisés, ne pourront pas travailler demain et par leur salaire contribuer à leurs frais de santé, leurs frais d'éducation et au pouvoir d'achat de leur famille. Le développement plus largement du développement de leur pays. Et donc, aujourd'hui, de la moitié de la population, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Voilà, aujourd'hui, près de la moitié des Afghans a besoin d'une aide humanitaire. Donc l'effet prolongé des conflits successifs. Il y a eu trois tremblements de terre en l'espace de 9 ans, des inondations et des sécheresses à répétition avec des chocs climatiques. Lorsque vous enlevez le savoir à toute une génération de jeunes femmes, c'est aujourd'hui leur capacité à pouvoir résister demain aux contraintes climatiques, de résister demain aux chocs économiques, parce qu'il y a un taux de chômage qui est extrêmement fort en Afghanistan. Donc aujourd'hui, la vraie question, c'est qui a intérêt à ce que perdure cette situation? Certainement pas ces jeunes filles, ni leurs familles, mais aussi l'État afghan tout entier. 74% des parents ont l'impression que leurs enfants prennent le risque de faire potentiellement une mauvaise rencontre sur Internet ou d'être victimes de cyberharcèlement ou sur les réseaux sociaux, contre 34% des jeunes. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez aussi auprès des interventions que vous pouvez éventuellement faire auprès des familles, auprès des jeunes dans les collèges et les lycées si vous en faites? Et est-ce qu'on a aussi besoin de sensibilisation au-delà de la cellule familiale dans les écoles? Sur le sentiment d'impunité, je vais dire, de la part des jeunes, c'est oui quelque chose qu'on ressent. On fait une opération avec la SNCF, qui est membre de notre dispositif, qui est une forme un peu juridique particulière, qui est un groupement d'intérêt public, mais depuis maintenant 2 ans, où on échange avec les adultes et les jeunes dans les gares. Ça se passe à l'été, pendant les transhumances, et on a nos jeunes qui nous disent « mais moi j'ai aucun problème, j'ai aucun risque sur Internet, quand bien même j'utilise le même mot de passe. Ouais. » C'est un peu le propre des jeunes de se sentir invulnérables, et puis tant mieux pour eux, parce que s'ils ne se sentent pas invulnérables à cette période de leur vie, ce serait dommage. Mais non, un peu plus sérieusement, là encore, le risque, il est absolument pour tout le monde. On n'a pas du tout la conviction, et l'histoire des ENT l'a bien démontré, que les jeunes ont des meilleures pratiques que leurs adultes, parce qu'ils considèrent qu'ils sont nés avec l'ère d'Internet et des réseaux sociaux, ils ont les bonnes pratiques. Je suis désolé, c'est le collectif, et nous, on est un dispositif national d'assistance, mais aussi de prévention et de sensibilisation. Donc je prends ma part de responsabilité là-dessus, mais on les a pas accompagner justement dans un bon usage du numérique. On ne l'a pas fait pour les adultes et on ne le fait pas suffisamment pour les enfants. D'où, je pense, l'impact qu'a eu Cactus. Il a eu un impact au niveau des élèves, de ceux qui étaient directement touchés, mais je peux vous garantir que c'est remonté assez haut au niveau de la sphère publique, au niveau de nos pouvoirs politiques, et puis preuve en est que ça marque les esprits, puisqu'on en parle aujourd'hui. Vous nous avez gentiment invité pour évoquer le sujet. Donc voilà, il y a un vrai enjeu de prévention, de sensibilisation. On parlait de traverser la route, un enfant qui traverse la route, aujourd'hui, il sait à peu près qu'il doit regarder à gauche, à droite, voilà. Ensuite, il peut donc ça devienne des automatismes. Des automatismes. On n'a pas, une fois de plus, je l'assume, mais je pense qu'on n'a pas suffisamment donné ces bons automatismes à nos jeunes, à qui on a donné ces outils numériques. C'est quoi les travers vraiment des pédagogies de projet? Parce que nous, ici, notamment dans la rubrique de Marie-Olivier, on en parle souvent des pédagogies de projet. On pense dire que c'est chouette la pédagogie de projet, c'est pas bien? Ah si, c'est très très bien. Néanmoins, comme toute pédagogie, ce qui est important, ce sont les intentions derrière. Comment on donne du sens à chaque acte, à chaque situation pédagogique. Et les recherches ont montré néanmoins que la pédagogie de projet peut être difficile pour les enfants pour les élèves, qui ont le plus de difficultés scolaires. Donc comment faire pour garder l'aspect motivationnel, la possibilité d'aborder des sujets complexes qui sont impossibles à aborder dans des séquences limitées, notamment pour tout ce qui relève, par exemple, aujourd'hui, de l'environnement, des climats, qui sont des projets complexes. La pédagogie de projet est incontournable. L'idée, c'est de mettre des jalons, des garde-fous, rappeler les intentions pédagogiques et donner aux élèves des repères dans la démagogie. Voilà, et c'est tout ce sur quoi vous insistez, vous, beaucoup dans votre travail, qui est, enfin ça renvoie globalement à la formation des enseignants, mais ça va être de bien étayer les choses, de bien l'idée d'être dans l'explicite, de ne pas laisser traîner des choses qui vont perdre les élèves les plus fragiles. On a défini quelques gestes pédagogiques, contextualisés, explicités, étayés, mutualisés, faire réaliser les tâches, distinguer l'activisme des élèves de l'activité cognitive, qui sont deux choses différentes. Oui, c'est pas parce qu'on fait plein de trucs, on apprend plein de trucs. Et voilà, donc ça marche pas tout seul. Voilà, et surtout aider les enseignants à sortir des silos. Je vais faire de la démarche d'investigation, je vais faire de la démarche de projet, etc. Donc de leur dire,
avec une bonne explicitation pédagogique, même copier du tableau peut avoir du sens. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Angèle Jean-Girard, le son Alexis Oussabassidis, le maquillage Laure Audemont et Emma Raza-Fendra-Lambeau, Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Et un énorme, immense merci, cher Guillaume Ouattara, parce que je crois que c'est la dernière chronique de la saison. Pas sûr que vous reveniez en chronique, peut-être en revanche à l'animation de cette émission de temps à autre. Et je voulais vous remercier de tout cœur pour tout ce travail qu'on a fait ensemble. Merci beaucoup, merci à vous. Voilà. Merci je crois que toute l'équipe se joint à moi. Je ne sais pas si ça marche. Un petit mot de la régie. Je ne suis pas sûre que le son ce soit top. Merci beaucoup, Guillaume. Voilà. C'est les voix, c'est horrible, j'entends des voix. Non, merci Virginie pour votre accueil, pour votre professionnalisme, pour votre gentillesse, pour vos conseils, votre regard avisé. C'était un plaisir de passer du temps. Pareil que je vous remplace vendredi, mais voilà. Ah, génial. Vendredi. Voilà, ben c'est parfait. Vous voyez comme ça. Bon, vous ne quittez dernier, pas. bah voilà, mais... Non, mais dernier de la saison, de revenir. Ouais. Mais forcément. Dieu nous a parlé en tout cas. Merci beaucoup Guillaume. Bonne soirée à tous. Ciao. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation.